Bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir au 145, donc le nouveau campus de Publicis. C'est notre première conférence qu'on fait ici, donc on est ravis de l'inaugurer avec vous. Hop là, si vous avez besoin, le code Wi-Fi avec Lion Guest, n'hésitez pas, je pense qu'il était avant si vous en avez eu besoin normalement. Sinon, vous pouvez capter en 4G. Je me présente, je m'appelle Ronan Bourgeois, je suis DGA, Customer Interaction chez Epsilon France. Donc en fait, j'ai le plaisir d'animer le pôle qui s'occupe des insights, du planning stratégique, des études, également de tout ce qui va être créa, CRM et toute la stratégie autour du CRM. Aujourd'hui, on est beaucoup de speakers. Je crois que j'ai tout le monde après. Voilà. On est beaucoup de speakers de différentes entreprises. On a la chance. Alors, je vais commencer par les femmes. Désolé, Georges. On a Minke de chez Lacoste qui va faire un témoignage client avec Séraphie qui va vous présenter Cohort. Georges qui va être sur la partie DIFT. Et au sein d'Epsilon, Chloé, Jean-Christophe et Xavier qui vous présenteront différentes expertises sur différents sujets. L'objectif aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait faire plein de petites présentations assez courtes, assez straight to the point pour vous présenter différentes thématiques autour de l'engagement client. On va parler Gen Z des programmes de feed, on va parler également de tout ce qui va être RSE et le côté solidaire avec DIFT. Cohort va plus être sur la smart loyalty, tout ce qui va être gamification avec le cas Lacoste. On va vous présenter aussi tout ce qui est canaux conversationnels, WhatsApp. On est très content de lancer une campagne WhatsApp dans les jours qui viennent avec un constructeur auto. On vous parlera également de ce qui est Webilong et tout ce qui est communautaire. Et on finira sur le côté un peu plus data, engagement et tout ce qui peut être mesure. Et ce qui est très important, surtout chez nous, on aime toujours mesurer ce qu'on fait. C'est moi qui vais commencer et je vais vous parler des Gen Z et des programmes de fidélité. Au sein d'Epsilon, on travaille énormément à étudier la génération Z. On commence à regarder la Gen Alpha. D'ailleurs, on trouve qu'elle ressemble beaucoup à la Gen Silver. On a pas mal d'études dessus, on fait pas mal de prospection dessus. Les Gen Z, on a essayé de voir par rapport aux programmes de fidélité comment ils se positionnaient. Effectivement, c'est une génération qui est vraiment différente des millennials, différente des X, etc., qui est beaucoup plus volatile, qui est beaucoup plus difficile à cerner, et surtout pour les problèmes de fidélité, qui est très complexe à acquérir et à garder. Premièrement, c'est une génération qui est née avec les problèmes de fidélité qui existaient déjà et les programmes digitaux qui ont été un peu une révolution quand même à l'arrivée de l'Internet, qui existaient déjà. Résultat, ils ont un peu une saturation de la fidélité, ils voient tous les programmes qui peuvent arriver, mais au bout d'un moment, ils ne veulent pas tous les avoir et ils ne veulent pas s'engager partout. Les attentes aussi, elles changent. Le côté RSE et le côté Gen Z, c'est vraiment complexe. Oui, ils sont très axés sur l'éthique, mais d'un côté, c'est la génération qui va voyager le plus, qui va prendre le plus l'avion, etc. Donc leurs attentes sont vraiment différentes. La satisfaction, de la même façon, pour eux, c'est pas à court terme. Ils ne veulent pas gagner quelque chose pour le dépenser demain. Ils veulent avoir une satisfaction sur le long terme et donc avoir un engagement sur le long terme. Et puis, les parcours sont très importants pour eux. Alors, on parle beaucoup d'omnicanalité. C'est vraiment la génération qui va être branchée omnicanalité. Il faut que le parcours soit sans friction, enfin avec friction, mais en tout cas, qu'il soit vraiment totalement omnicanal. Là-dessus, on a essayé de faire des études pour trouver 4 piliers par rapport à cette génération et par rapport au problème de fidélité. Premièrement, il y a un côté, OK, il y a une offre de fidélité, mais il faut qu'il y ait d'autres incitations. Il faut qu'ils soient plus récompensés par rapport aux actions que par rapport à un cumul de points. Le côté RSE, le côté éthique est hyper important. L'éthique devient empathique. Il faut que la marque puisse porter le RSE et donc le programme de fidélité puisse porter le RSE et eux derrière aussi. Le troisième pilier, c'est le côté expérientiel. L'expérience va être très importante pour la Gen Z avec la marque, mais encore plus quand on est dans une notion de loyalty. Et puis enfin, toute la partie sociale, oui, il faut qu'il y ait un lien entre la marque et cette Gen Z sur le social et qu'on le voit en fait dans le programme de fidélité et donc derrière, assez logiquement, dans une communauté. Donc au final, pour nous, on a essayé de voir comment est-ce qu'un programme de fidélité devait être par rapport à cette génération. Il faut qu'il soit utile. Effectivement, c'est une relation win-win, il faut qu'il y ait des récompenses, il faut qu'il y ait de l'action, il faut que ça soit très actif et très dans l'engagement. Il faut être éthique, et là on va revoir avec pas mal d'exemples du côté de DIFT, mais avoir des actions RSE.
Le côté magique, le côté gamifié, le côté exclusivité, VIP va être aussi très important là-dessus, et on va le voir avec Cohort. Et puis enfin, le côté création de liens, le côté communautaire, et justement, on va voir WeBelong qui va pouvoir illustrer tout ça. Donc résultat, pour une marque, quand elle est sur de la loyalty, il faut qu'elle soit très axée data-driven, parce que c'est les data qui vont vous permettre de cibler et d'aller plus loin, surtout par rapport à cette génération. Ce qu'on voit aussi, et ce qui est complètement induit, et pas que sur la génération Z, c'est que les programmes de fidélité étaient très axés sur la transaction. Effectivement, on dépense, on gagne des points, derrière on est récompensé. De plus en plus, on essaie de travailler justement avec nos partenaires pour que les programmes de fidélité soient plus dans de l'engagement et donc dans de l'expérientiel, dans de l'émotionnel. Alors bien sûr, toujours avec du transactionnel parce que c'est un peu la base, mais justement qu'il y ait un meilleur équilibre entre les trois. Quelques exemples qui ne sont pas forcément français mais qu'on trouve hyper intéressants. Entre les deux, Perks de Nescafé. Alors, pour un français... Nescafé est très connu en France, mais encore plus connu quand on est au Mexique. Résultat, le programme Perks de Nescafé va permettre de récompenser sur toutes les consommations de café. Donc vous avez un code promotionnel qui est sur chaque paquet. Et en fait, chaque paquet va permettre de faire gagner des points avec Perks. En revanche, une fois ou plusieurs fois par an, il y a un grand tirage au sort avec un gain important, etc. Ce qui est intéressant, c'est que le programme de fidélité sur Perks va être là tous les jours. Donc au quotidien, Nescafé sera en tête des consommateurs. North Face, c'est assez différent. North Face, il va y avoir des récompenses par rapport aux achats, mais également, par exemple, si vous visitez un parc national, vous pouvez aussi gagner des points. Donc en fait, il y a un mix entre je gagne des points parce que je dépense, mais aussi parce que je peux faire en randonnée, enfin tout ce qui va être autour de North Face. Decathlon, en France, le fait un peu de la même façon. Et pour finir, un programme qu'on trouve très intéressant, c'est celui d'Engie, qui va un peu en fait au contraire plus je dépense et plus j'ai de points. Là, c'est justement plus j'optimise ma consommation d'énergie et donc plus je réduis mon empreinte carbone et derrière plus je suis récompensé. Donc là, il y a quelque chose qui est assez intéressant parce que on va un peu dans l'inverse de ce qui aurait pu être fait il y a 10 ou 20 ans. Pour aller plus loin, je vais laisser la parole d'abord à Georges, qui va justement reprendre la partie RSE, et vous verrez un peu toute cette gamification ensuite. Merci beaucoup. Merci Ronan. Bonjour à tous et toutes. Enchanté, je suis Georges, cofondateur de Dift. Dift pour Don plus Gift, et qui s'appelait précédemment Captain Cause, que vous aviez peut-être croisé. Et en effet, Ronan parlait de mon programme pour agir, le programme d'Engie, que Dift accompagne depuis quelques mois. Mon programme pour agir, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est vraiment défini comme un programme d'engagement sur lequel il n'y a pas besoin de s'inscrire. Tous les clients sont déjà activables sur ce programme d'engagement. Et donc, il y a 1 million de clients qui l'ont rejoint. Et leur volonté, c'est de faire effectivement rentrer dans le programme des gens qui vont faire des éco-défis. Donc, il y a 500 000 personnes l'an passé, par exemple, en 2024, qui ont fait des éco-défis. Et tout ça, ça permet de gagner des kilo-actes à mesure de sa consommation, de ses performances dans ces éco-défis. Et ces kilo-actes, on peut, à plus de 90%, c'est en tout cas le choix que font les utilisateurs et les membres de mon programme pour agir, on peut les convertir en dons à plus de 70 associations. Et tout ça, ça représente 1,5 million d'euros par an qui sont fléchés par mon programme pour agir vers des associations. Et c'est aujourd'hui la mécanique on va dire d'engagement par le solidaire à l'échelle la plus mûre en France et qui cartonne tout simplement sur cette capacité à proposer des récompenses qui sont cohérentes avec une expérience où on incite à jouer sur sa consommation de manière vertueuse. Et ce qui est hyper intéressant, et là, nous, une des clés de succès finalement de ce programme, ça a été de proposer une variété de causes extrêmement importantes, et c'est de leur avis ce qui a permis finalement de passer à l'échelle cette offre. Et donc, il y a 3 éléments qui sont clés là-dessus. Il y a d'abord la variété. Ensuite, la fiabilité et troisièmement, l'émotion. Variété des causes. Ils soutiennent plus de 70 associations. Donc, si vous voulez, il faut imaginer qu'il y a un maillage entre les géographies où les associations vont être là où sont les membres. Sur la thématique des causes, il n'y a pas que l'écologie parce que c'est un programme sur l'énergie. Il y a plein de sujets différents, y compris sociaux. Et troisièmement, l'actualité. La capacité à raisonner de manière émotionnelle avec un temps fort de l'actualité ou l'actualité vécue par les clients.
Donc cette variété à l'échelle, elle n'est pas facile à construire. C'est pour ça qu'on les a du coup aidés sur le fait de gérer ce catalogue de projets à grande échelle. Deuxièmement, il y a la fiabilité. Alors quand il s'agit pour une marque de soutenir des causes, le spectre du washing n'est jamais loin. Comment moi je peux être cohérent par rapport à ça en tant que marque, et donc on est passé d'un monde où effectivement les marques plantaient des arbres à tout va à un monde où c'est plus du tout acceptable et qu'on a besoin de proposer des preuves. Et donc nous, c'est notre rôle de tiers de confiance avec Dift d'avoir pu du coup montrer que là vous soutenez des associations sur lesquelles il y a des impacts concrets qui répondent à un cahier des charges précis et où vous allez pouvoir avoir une boucle retour sur les projets financés. Et troisièmement, l'émotion. On reste dans un programme où il s'agit de susciter de l'émotion chez les clients. Et donc l'idée, c'est aussi toute une dimension également de packaging sur le côté visuel, émotionnel et concret du projet. C'est pas forcément le métier des associations d'essayer de bien valoriser leur impact et de le rendre suffisamment parlant pour les membres d'un programme marketing où il s'agit de effectivement pas être culpabilisant ni alarmiste, mais plutôt sur une démarche positive de soutien à des causes qui font le monde d'aujourd'hui et de demain. Et donc, c'est aussi quelque chose sur lequel Engie a beaucoup travaillé avec Dift. Et donc, peut-être que certains de vous dans la salle se disent oui, mais c'est Engie, et peut-être que c'est l'énergie, donc c'est un petit peu nous, c'est différent, c'est le retail, c'est l'assurance, etc. Mais, nous, chez Dift, on pense que justement, c'est plutôt une dynamique bien plus massive que ça. On a aidé en 2 ans un peu plus de 300 marques. Et permettant de rerouter plus de 20 millions d'euros de leur budget marketing donc vers des associations d'intérêt général. Donc nous travaillons par exemple sur certains produits financiers de BNP où Dift se charge de la composante solidaire. Nous avons aidé différents programmes de fidélité ou fondations d'entreprise, Fondation Air France, Fondation Renault, à porter justement ces initiatives de collecte auprès de leurs collaborateurs ou de certains clients. Et donc, nous, notre rôle, en quelque sorte, c'est qu'on est un expert de l'activation des solidaires des clients. Et donc pour ça, on est à la fois une techno d'implication qui sait s'intégrer de manière simple à des moteurs de points de fidélité ou à des CRM, mais aussi nous sommes aussi une fondation. Donc on a la capacité de collecter et de reverser des dons et pour une équipe marketing finalement qu'elle ait à faire simplement un virement par trimestre pour distribuer à 10, 20, 70, 100 associations extrêmement simplement. Et donc nous sommes une société à mission cofondée par notamment le Frédéric Mazella qui a fondé Blablacar précédemment. Et donc notre vision en fait de fond, c'est de pouvoir dire que finalement on aime bien comparer les marques à des personnes. Et si vous êtes une marque et vous demandez, si vous êtes une personne et que vous demandez de l'argent en permanence à vos amis vont un petit peu tousser. C'est un peu la même chose sur l'incitation à reconsommer en permanence. On pense qu'il est urgent pour les marques de réinventer d'autres touchpoints relationnels qui soient vraiment clairement centrés sur la relation afin de construire un vrai lien fondé sur les valeurs avec leurs clients. Et donc ce mot de valeur est clé. Il s'agit bien d'arriver à connecter beaucoup plus émotionnellement entre une marque et ses parties prenantes, non plus par l'acte de réachat ou de réduction, mais bien plutôt par le fait de faire ensemble des actions solidaires. Tout ça, c'est le concept de Dift, donc don plus gift. Donc les marques vont à ce moment-là, par exemple dans un programme de fidélité à points, offrir la possibilité, comme avec mon programme pour agir, de convertir des points de fidélité en dons. C'est quelque chose qui est extrêmement scalable et qui est international. Aujourd'hui, on a dans certains partenariats des membres dans plus de 90 pays qui le font. Mais ça peut être aussi l'opportunité d'offrir un Dift en alternative à un cadeau, un goodies habituel. On a fait une étude avec Dift qui montre que 80% des Français seraient prêts à remplacer un goodies qu'on leur offre par un don à une association. On en parlait des Gen Z, ça monte même à 90% sur ce segment-là. Donc il y a un vrai déclic sur ce sujet du oui, ça me fait plaisir comme goodies, mais ça me fait aussi très plaisir si ça peut être utile. Et donc si on m'offre le choix, qu'une partie dominante puisse sérieusement considérer de faire un geste solidaire. Donc ça, si vous voulez, c'est le principe. C'est le principe du Dift. Alors pourquoi le faire dans un programme d'engagement ou un programme de fidélité? Il y a quelques valeurs ajoutées fortes qu'on voit.
La première, c'est en fait le don permet d'offrir des récompenses, y compris d'un petit montant. Et ça, c'est un élément très puissant à comprendre, parce que souvent, dans beaucoup des programmes, offrir un don va être l'une des premières récompenses, les moins onéreuses pour la marque, mais qui, dès un petit montant, va permettre d'être tout de même parlante et émotionnelle pour les clients, parce qu'on va finalement avoir un impact qui est déjà réel. Un don même d'1 ou 2 euros, c'est déjà beaucoup. Pour une réduction, c'est pas dingo, une réduction de 2 euros, mais sur un don, on arrive déjà à avoir des impacts très parlants. Et donc finalement, c'est souvent utilisé par un certain nombre de marques comme une des manières, un marchepied dans le programme, pour permettre d'être un quick win finalement sur vous avez déjà l'opportunité de soutenir une cause, et si vous voulez, on vous propose de découvrir de vos logs, et donc c'est une très bonne raison aussi de recontacter ses clients. Deuxièmement, il y a évidemment un enjeu brand qui est fort. Comment arriver à parler et embarquer tout le monde, y compris en interne, mais également dans des magasins, sur la simplicité du programme. Si c'est un programme qui intègre une composante solidaire, ça suscite de la fierté non seulement des collaborateurs, mais aussi des clients. Et donc c'est une manière aussi d'ajouter une lame de communication puissante, fédératrice, avec tout le monde, et aussi de pouvoir parler à ses clients, pas que effectivement de ses produits, mais aussi de ce qu'on fait ensemble. Voilà, avec les marques avec lesquelles on travaille, on a déjà des superbes projets solidaires qu'elles sont ravies ensuite de raconter, pour embarquer les clients dans ceci. Et enfin, on pense que alors sur ce sujet du sortir du tout transactionnel, il y a des segments clients qui ne sont pas très réactifs au transactionnel, et on pense qu'on est une des solutions les plus puissantes pour, à l'échelle, pouvoir les activer. Et donc pouvoir les toucher, mais aussi ceux qui sont sensibles au transactionnel, le côté ludique, gamification, est également assez puissant pour les toucher. Dans tout ça, nous, les KPI globalement qu'on regarde, en un mot, en fait, notre mission, ça va être d'essayer de vous aider à accélérer le taux d'utilisation des points via des touchpoints additionnels. Et donc finalement, un programme de feed qui marche bien, c'est un programme où les points sont earnés puis burnés de manière assez dynamique. Et donc on vient accélérer ce cycle. 2-3 exemples rapidement. On aide le programme de fidélité All de Accor dans le monde entier. Et donc finalement, il faisait déjà du don de points de fidélité. On est venu scale ça. Parmi les KPI clés, on a fait x10 sur le nombre de donateurs grâce à l'enjeu clé de 1, l'expérience, le fait de proposer une plateforme dédiée. 2, d'avoir une offre de projets associatifs locaux. Donc un membre brésilien va avoir des projets qui sont pertinents pour lui au Brésil. Donc on va pas lui parler d'une asso française. Et tout ça, ça permet, y compris même sur All Plus, programme de fidélité payant au cœur du programme, d'offrir aussi des récompenses sur les changements de palier ou selon la loyauté des membres, leur ancienneté. Et donc tout ça, ça leur permet aussi de renforcer les CTR habituellement. Voilà. 2 autres exemples, même encore plus rapidement. Cultura. Donc on aide. Je vous mentionnais le fait que le don permet d'être une récompense les moins onéreuses. Donc là, on vient de les lancer il y a quelques semaines, donc c'est tout frais, donc je ne vais pas avoir de data extrêmement précise, mais mon point est, pour eux, c'est la récompense, c'est la première récompense qu'ils ont décidé d'offrir à tous leurs membres à partir d'un très petit nombre de points. Je crois même que c'est 100 points en fait, ce qui vaut peut-être juste simplement 1 euro. Mais néanmoins, c'est une manière pour eux de faire descendre les engagements de la fondation. Donc il y a des assos qu'on a spécifiquement sourcés avec eux sur la culture et la lecture avec la Fondation Cultura. Et ça permet, sans même de communication encore, que les gens aient très vite un reward à utiliser. Et il y a beaucoup de UGC qui est créé avec ça. Il y a 30 à 40% des users qui mettent un commentaire lorsqu'ils disent qu'ils soutiennent cette cause. Donc, si vous voulez, c'est mon associé Fred Mazella parle parfois très poétiquement d'un canon à fleurs. Et donc, vraiment, vous verrez jamais des contenus aussi beaux que parfois certains de ces commentaires. Autre industrie, l'assurance. On sait tous que lorsqu'on parle à son assureur, en général, c'est quand il y a une mauvaise nouvelle. Justement, nous, notre ambition, c'est de proposer des touchpoints additionnels qui soient extrêmement positifs. Donc AXA en France, avec nous, récompense un certain nombre de nouveaux clients en leur offrant un DIFT via les agents généraux. Donc c'est l'agent général qui est équipé pour localement offrir des liens de don gift à ses meilleurs clients. Et donc il y a des taux de participation qui sont vraiment top. Et donc ça permet de créer du point de contact additionnel ultra positif avec leurs clients.
Je vous propose aussi de regarder à quoi ça ressemble, tout simplement, pour découvrir tout simplement ce que c'est un Dift concrètement. Alors là, je crois que c'est un test, hein, mais en tout cas, vous aurez un aperçu de l'expérience. Voilà, tout ça, ça mise sur le fait que notre vision, c'est que le don est quelque chose d'extrêmement mémorable et qui du coup marque les gens parce qu'ils se souviennent en général 6 mois plus tard et du moment et de la cause qu'ils ont pu choisir. Et tout ça peut s'afficher en euros, en points, c'est assez flexible. Donc je vous laisse découvrir, je vais juste terminer effectivement par un mot. La vision, effectivement, vous l'avez vu, c'est d'arriver à sortir du tout transactionnel sur notamment le burn, parce que de l'avis de beaucoup des équipes avec qui on échange, ça abîme à la fois la marge, parce que finalement, marketeurs comme clients deviennent accros à la réductionnite permanente, mais ça abîme aussi la marque. Une marque qui se premiumise, elle diminue sa dose de réduction et des discounts, et elle va davantage vers le fait de proposer des expériences et une connexion émotionnelle plus forte. Et donc voilà, c'est notre conviction chez Dift, c'est ce qui nous a permis d'embarquer des marques, notamment dans les secteurs que j'ai pu vous présenter. Mais au-delà de ça, la vision, c'est aussi de se dire qu'avec ce type de programme, on veut proposer, en sortant du tout transactionnel, finalement une variété d'actions, aussi bien sur le earn que sur le burn. L'idée, c'est que là, vous voyez ici une manière d'impliquer assez simple sur le burn à l'échelle, mais tout ça, ça se greffe, et on le voit bien avec mon programme pour agir que Ronan citait, ça se greffe aussi sur des mécaniques de gamification et d'implication qui soient variées, et ça, c'est absolument crucial, et ça me permet de passer le micro du coup à Séraphie de Cohort, qui va nous expliquer un petit peu tout ça. Merci Georges. Je vais avoir le plaisir de vous présenter effectivement Cohort et la Smart Loyalty, et surtout d'accueillir Minke, qui va venir aussi témoigner sur le programme de fidélité de Lacoste, qui je pense vous intéressera au plus haut point. Donc moi je suis Séraphie de Tracy, cofondatrice de Cohort, dont je vais vous parler aujourd'hui. Effectivement, on parlait avec Georges des manières de burn les points. Clairement, il y a aussi ce besoin de se renouveler aussi dans la manière dont on va venir aider et accompagner les clients, sur la manière dont ils vont pouvoir gagner des points. L'objectif de Cohort, c'est vraiment de vous permettre, en tant que marque, d'entrer dans ce que nous on appelle la Smart Loyalty. La Smart Loyalty, en fait, c'est une dynamique de fidélité. On va venir un peu renouveler l'exercice du programme de feed. Le programme de feed, c'est finalement un objet qui est très connu des consommateurs aujourd'hui, qui s'est un petit peu banalisé, avec des mécaniques, des paliers qui se ressemblent beaucoup de programme en programme. L'idée de Cohort, c'est non pas de vous dire qu'il va falloir tout mettre à la poubelle et recommencer, pas du tout. C'est plutôt de vous dire qu'en fait, on peut venir mettre de l'agilité dans tout ça. Globalement, il y a 4 leviers que vous pouvez aujourd'hui utiliser. La première, c'est de venir personnaliser un peu plus vos programmes de feed, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mêmes mécaniques s'appliquent pour tout le monde. On va pouvoir venir travailler aujourd'hui sur la capacité à venir permettre, par exemple, à la Gen Z de gagner des points en postant quelque chose sur TikTok, alors qu'on va permettre, par exemple, à certaines personnes de venir plutôt effectivement faire des engagements solidaires. On va pouvoir également parler beaucoup, et on va en parler beaucoup avec Minke, de la partie expérientielle. Effectivement, aujourd'hui, la fidélité, c'est aussi faire vivre des expériences mémorables. Et c'est comme ça qu'on crée de la fidélité aussi sur le long terme. Et on va pouvoir venir développer ce sujet-là. Innovante parce qu'effectivement, aujourd'hui, je crois que la moyenne, c'est qu'un conso français moyen, il a 17 programmes de feed. La grande majorité se ressemblant très fortement. Donc, comment on crée aussi de la fraîcheur, comment on devient audible dans ce paysage qui est aujourd'hui très occupé de la fidélisation client. Et enfin, l'agilité, parce que la feed, dans vos têtes en tant qu'équipe CRM ou feed, c'est des programmes qui durent des années, et une refonte, ça fait peur, parce qu'on va se dire il faut mettre toute l'entreprise sur ce projet, parce que c'est très transformateur. L'idée de la Smart Loyalty, c'est de se dire qu'en fait, on peut mettre de l'agilité sans faire de refonte, et qu'on peut donc dynamiser sans avoir à repartir d'une feuille blanche.
Clairement, une petite méthode que nous, on applique avec nos clients chez Cohort, c'est comment on va venir dynamiser ces programmes de feed, les rendre agiles, les personnaliser. Il y a 3 choses à regarder, effectivement. C'est 1, en fonction de la marque, identifier le bon levier. On ne va pas faire la même chose si on est Lacoste ou Air France. On va venir effectivement aussi comprendre quel est le bon canal au bon moment pour les clients. On revient sur certains clients qui vont être beaucoup plus sensibles aux activations en point de vente, alors que d'autres vont plus être sensibles à des choses qui peuvent se passer sur les réseaux sociaux. Je reprends l'exemple, par exemple, dans la beauté, où on a beaucoup d'activités sur des réseaux sociaux comme TikTok, où ça peut avoir beaucoup de sens de récompenser, par exemple, un de vos clients qui poste un tuto beauté avec un de vos produits sur TikTok. Et enfin, sur la partie récompense, on en a parlé avec Georges, mais comment on crée des récompenses qui vont au-delà, effectivement, de 2 € de réduction, voilà 10% de réduction. Comment on renouvelle aussi la variété des expériences et des récompenses qu'on peut rendre disponibles. Donc, vous l'aurez compris, nous, Cohort, notre valeur ajoutée pour nos clients, c'est de permettre de venir varier les expériences de earn et de burn. De earn, c'est-à-dire c'est toutes les actions qui vont permettre aux clients de gagner des points autrement que par l'achat. Donc nous, on est partenaire des moteurs de points qui, eux, sont branchés au POS, au site internet pour venir comptabiliser les points qui viennent de la transaction. En revanche, nous, on va venir vous permettre de faire tout le reste, c'est-à-dire récompenser pour une participation à une enquête, participation à un jeu, participation à une activation sur les réseaux sociaux ou tout autre type d'activation. Et aussi pouvoir effectivement venir varier les récompenses. Je passe la parole à Merci Minke, à Chloé, qui va nous parler effectivement des canaux relationnels. Merci. C'est le vert, c'est ça ? Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler des nouveaux canaux conversationnels, soit vos nouveaux leviers pour toucher vos audiences CRM. Pourquoi on en parle ? Pourquoi c'est important ? Parce qu'aujourd'hui, le marketing relationnel atteint ses limites. Comme on l'a vu tout au long des présentations, aujourd'hui, on commence à se rendre compte qu'on ne veut plus non seulement une relation top-down, mais on veut vivre des expériences, on veut partager des engagements, on veut aller plus loin. Et en fait, ce marketing relationnel, comme finalement tout aujourd'hui, a été impacté par de nombreuses transformations sociales, mais surtout par 2 enjeux. Donc, les attentes des nouvelles générations, comme la génération Z. Donc ça, on l'a vu avec Renan, ils ont plein de nouvelles attentes. Et surtout, l'essor des applications de messagerie. Aujourd'hui, on ne peut plus le nier, la majorité des interactions se passent sur toutes les applications de messagerie. Et donc, on sort des mails, on sort du SMS. On va dans les MP Instagram, on va sur Messenger, on va même sur Snapchat. Donc, c'est dans cette dynamique que va s'inscrire le marketing conversationnel, puisqu'aujourd'hui, il va justement aller chercher les utilisateurs là où ils se trouvent et interagir avec eux de la manière dont ils interagissent entre eux. Donc, c'est une nouvelle façon d'interagir. Ici, c'est un exemple beaucoup plus basé sur du service après-vente. Mais donc, je vais plutôt vous raconter un cas purement relationnel. Mais par exemple, Courir ont lancé une nouvelle paire de baskets en partenariat avec l'influenceuse Léna Situation. Et dans ce cadre, ils ont mis des posts Instagram, des stories en disant « Venez nous rejoindre en MP pour personnaliser votre paire de baskets ». Et donc, les gens ont pu interagir avec Léna Situation, ou plutôt une IA qui empruntait sa tonalité, pour justement personnaliser sa paire de chaussures. Ils ont pu collecter la donnée pour ensuite proposer d'être tiré au jeu concours et gagner sa paire de baskets personnalisée. Donc un échange très natif qui a permis du progressive profiling, puisqu'on a pu, au long de la discussion, collecter de nombreuses informations pour justement pouvoir ensuite segmenter ces différents clients au sein du programme Courir. Donc on fait face à un nouveau paradigme. On va passer d'un marketing relationnel one-to-many ou one-to-segment personnalisé à un marketing conversationnel one-to-one où on va pouvoir parler directement avec notre consommateur. On va passer d'une communication finalement descendante et un dialogue à sens unique à une communication et un dialogue bidirectionnel.
On va également passer d'un échange asynchrone où on aura prévu un calendrier et on agira pendant des temps forts à une interaction en temps réel et qui pourrait être initiée des deux côtés. Donc initiée par la marque, mais également initiée par l'utilisateur. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue cette semaine sur LinkedIn. C'est une personne qui racontait que dans la même journée, elle avait eu 3 interactions très désagréables avec des commerçants. Donc, elle avait fait face à du passif-agressif, face à du mépris lorsqu'elle avait voulu, par exemple, simplement demander de l'aide, des renseignements pour un choix de chaussures ou alors pour un retour après-vente. En revanche, elle soulignait le fait que quand elle s'adresse à l'IA, eh ben, l'IA lui dit toujours oui, justement pour lui apporter de l'aide. L'IA est toujours gentille. L'IA s'adapte à sa tonalité, sauf quand elle est désagréable. Et quand l'IA ne peut plus l'aider, elle s'en excuse. Et elle lui dit « Je peux t'aider sur autre chose ?» Donc, je vous dis ça pour 2 choses, pas juste pour vous raconter une vidéo sympa. C'est que nous, on parle d'un nouveau paradigme pour nous, les marques et les agences. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un nouveau paradigme pour les utilisateurs, puisqu'ils se sont déjà tournés vers l'IA pour avoir des interactions humaines. Et donc, le deuxième point, c'est aussi parce que j'ai essayé de comprendre ce chiffre que je trouve assez fou. C'est qu'aujourd'hui, 44% des Français qui utilisent l'IA pourraient tomber amoureux de leur IA. Et on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est partout. On le voit sur TikTok avec des mèmes qui disent en fait, ChatGPT, ça sera le témoin de mon mariage. On le voit avec des fausses photos Instagram de gens qui disent être partis en vacances avec ChatGPT. Et ça, il faut l'avoir en tête. Parce qu'aujourd'hui, quand on va venir justement s'adresser à eux, il va falloir le faire de façon humaine pour créer un vrai lien, puisque le lien, en tout cas, est déjà établi et ils l'attendent. C'est désormais une dette. Donc, les avantages justement de cette approche, de ce marketing conversationnel, au-delà de l'instantanéité, la scalabilité, la simplicité et la personnalisation qui sont déjà des points très forts, ça va être aussi de pouvoir délivrer des messages de qualité. Donc ici, c'est vraiment nos croyances et nos recommandations, c'est qu'il ne faut pas viser la quantité et pas se dire « Ok, super, il est opt-in sur WhatsApp, c'est le moment de lui faire passer tous mes messages. » Non, justement, on n'est pas un énième appel de la journée d'une IA qui veut délivrer plein d'infos. Donc c'est vraiment la qualité avant la qualité. Ça va permettre d'aller au-delà des transactions, parce qu'on l'a vu du coup précédemment dans toutes les présentations, on va attendre du serviciel et de l'émotionnel également, de garder une cohérence omnicanal. C'est-à-dire qu'on va vraiment devoir penser son nouveau canal au sein de l'écosystème global. L'importance de l'humain, comme on vient de le voir. Et enfin, plus de conversations, ça va permettre de capter beaucoup plus de données et d'affiner notre connaissance du consommateur. Meta nous a partagé un cas d'usage, donc celui d'Air France, que je vais vous partager pour vous montrer un autre aspect, un autre avantage justement des canaux conversationnels, c'est qu'ils vont vraiment pouvoir jouer un rôle tout au long du funnel de conversion. Donc par exemple, ici, c'est, parce que c'est à penser également, c'est-à-dire qu'avant qu'ils puissent arriver par exemple sur WhatsApp, ils doivent être embarqués, ils doivent être opt-in. Donc là, par exemple, c'est l'utilisateur qui tombe sur une pub sur Facebook sur laquelle on lui dit viens t'inspirer pour ton voyage. Et donc, en cliquant sur l'ad, il va pouvoir s'opt-in et la discussion, l'expérience va pouvoir débuter. Et elle aura été initiée par justement le consommateur. Et ça, du coup, ça va permettre à la fois, ça peut arriver au moment de la découverte, mais à la fois après l'achat pour du réengagement. On va également pouvoir converser sur les services. Donc là, c'est encore une fois plus du service après-vente. Mais par exemple, l'utilisateur a besoin, désormais il est opt-in, il a besoin de renseignements, il va pouvoir directement écrire à Air France et aura une réponse immédiatement. Donc ça, c'est les différents points d'entrée organiques pour avoir plus justement, ensuite pour que la marque puisse à son tour initier les conversations. On va pouvoir... Du coup, ici, c'est sur le site d'Air France, trouver du coup un point d'entrée pour WhatsApp. Ici, ça va être un encart dans une newsletter. Ici, un QR code qui va pouvoir être disponible dans l'avion, en point de vente, à l'aéroport. Et ici, c'est lors justement de son check-in où on va pouvoir accepter de recevoir la suite, des informations sur WhatsApp. Donc, ça y est, la marque peut engager la conversation, elle va pouvoir envoyer la carte d'embarquement, des informations sur le vol.
Et l'expérience devient vraiment fluide, immédiate. Même les codes de sécurité vont pouvoir passer par ce canal, mais également les newsletters promotionnels. Et c'est ici qu'on va pouvoir continuer l'inspiration et pouvoir continuer du coup ce système de réengagement. Mais pour ça, on veut vraiment beaucoup se lancer sur WhatsApp. On reçoit beaucoup de briefs en disant « Allez, bon, c'est super les nouveaux canaux conversationnels, on y va, on fait un POC ». Sauf qu'un POC, c'est pas suffisant. Avant de lancer un POC, il faut penser l'orchestration globale. Donc il va vraiment falloir partir de la stratégie, pas du canal. Se dire finalement, pourquoi je fais ça? Quel est mon objectif? Quel est l'objectif de la marque à ce moment? Est-ce que c'est changer la perception? Est-ce que c'est renforcer l'engagement? Accélérer la conversion? Et ça, c'est très important pour ne pas se lancer parce que c'est quand même coûteux. Et donc, il faut ensuite y trouver sa valeur derrière. Attribuer une proposition de valeur à chaque canal. C'est très important. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous donner un exemple tout bête. On a tous un collègue préféré avec qui on parle au moins sur 3 canaux différents. On va lui parler par mail pour avoir des conversations très formelles sur le travail. On va lui parler par Teams pour commencer à faire des blagues justement dans le cadre du travail. Et enfin, on va lui parler par WhatsApp ou par SMS ou par Insta. Et là, ça sera dans un cadre complètement personnel pour aller déjeuner, pour s'envoyer des blagues. En revanche, si on reprend ce même cas, et que là, votre collègue, toujours votre préféré, vous envoie par mail « on d'ajoute ce midi ». Et là, vous recevez un Teams « on d'ajoute ce midi ». Et là, un SMS « on d'ajoute ce midi ». Bon, non, c'est votre collègue préféré, mais ça reste intrusif. C'est pour ça qu'on dirait que j'enfonce une porte ouverte, mais aujourd'hui, encore beaucoup de briefs qu'on reçoit, c'est « merci de décliner ce message sur tous nos canaux ». Ça ne fonctionne plus. Et donc enfin, construire des scénarios cohérents avant l'époque pour pouvoir justement penser parcours, timing, tester ce rôle complémentaire et pouvoir tester. Donc évidemment, pour ça, c'est aussi capitaliser sur le canal. Donc WhatsApp n'aura pas le même rôle qu'Insta ou encore pas le même rôle que Messenger. Donc c'est aussi capitaliser sur les points forts. Donc par exemple, WhatsApp, ça va être un accélérateur d'acquisition opt-in, ça va être un canal serviciel à forte valeur ajoutée et ça va être un terrain d'engagement différenciant. Donc ça, c'est un peu les enseignements à emporter parce qu'on va vraiment insister là-dessus. C'est avant de lancer le POC, il faut orchestrer intelligemment. Aujourd'hui, en effet, c'est une super opportunité les canaux conversationnels, mais il faut le faire correctement pour avoir la bonne valeur ajoutée. Donc si vous devez vous lancer demain, c'est un peu la checklist à valider. Un objectif stratégique clair, le rôle précis de WhatsApp dans le parcours, donc proposition de valeur, typologie de message, complémentarité, la collecte de consentement planifié, parce que souvent on lance le POC, mais on n'a pas pensé à la stratégie amont pour l'opt-in. Une expérience créative pensée dans le détail, le ton, le format, l'arborescence, et un écosystème technique prêt. Donc, le choix des bons partenaires, les outils d'orchestration et de mesure. Et je vais juste insister sur le point 4, puisque comme on l'a vu précédemment, ce qui va compter, c'est réellement cette dimension humaine dans la tonalité. En fait, on est vraiment à une époque où on n'a jamais été autant hyperconnecté, et pourtant, on est face à un isolement social. Les gens sont vraiment déconnectés, les interactions sont de moins en moins légères, donc c'est vraiment là que l'humain entre en jeu, et en tout cas, ce qu'on disait, c'est l'humanité. Et donc, pour ça, je vais laisser Jean-Christophe vous partager comment capitaliser sur les communautés pour recréer ce lien. Merci beaucoup, Chloé. Donc, je me présenterai brièvement. Donc, Jean-Christophe Huat, je suis en charge de la solution WeBelong chez Epsilon France, solution qu'on va explorer ensemble. Alors, de quoi est-ce que je viens vous parler ? C'est comment mobiliser les communautés, mais les mobiliser dans une perspective très précise. C'est comment les mobiliser pour qu'elles deviennent une ressource pour mobiliser votre business. Pas seulement un objet de communication, ce qui est déjà extrêmement intéressant, mais là, il s'agit de développer votre business, mais également à une échelle qui soit celle de votre marché et de vos enjeux. Qu'on ne soit pas dans quelque chose d'anecdotique, mais quelque chose qui fasse bouger les lignes au niveau de votre activité. Alors, comment on répond à cette question ? Donc, comment obtenir cette mobilisation ? Pour nous, elle se fait en 3 temps. C'est ce qu'on a mis au point chez WeBelong. Premier point, et c'est le point majeur sans lequel rien n'a lieu, c'est en activant ce qu'on appelle le réflexe empathique chez vos clients. Le réflexe empathique,
C'est une capacité qu'on a tous dans nos cerveaux en tant qu'humains. C'est la capacité à aider d'autres humains, des pairs, sans aucune incentive, uniquement pour le plaisir de le faire. Donc ça, c'est évidemment le point de départ. Mais une fois qu'on a activé ça, il faut être capable de le faire dans des communautés de masse, donc pour être à l'échelle de vos enjeux, et évidemment pour être cohérent au service de vos objectifs business. Donc on va partir du point de départ. Le réflexe empathique. Le challenge, il n'est pas facile en fait. En gros, qu'est-ce qu'on fait nous? Imaginez qu'ici, vous mettiez la totalité de votre base client en opt-out, en communauté, regroupée par produits et services achetés. Donc on est totalement RGPD, évidemment, mais on a mis des gens qui ne demandaient rien dans un système de communauté. Et en plus, on va permettre à vos prospects de les solliciter, de les interroger sur les produits dont ils sont en train d'étudier l'achat. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer quand une question va être posée? Plusieurs centaines d'emails vont être envoyés à une sélection d'acheteurs de ces produits-là. De base, si on devait faire des paris, vous me diriez que ça devrait très mal se passer. Et en réalité, c'est le savoir-faire de WeBelong. Comme on arrive à activer ce réflexe empathique, ce qu'on obtient, c'est des taux d'ouverture très importants, autour de 35%, 4% de clics, 5 réponses par question en moyenne, et surtout, extrêmement important, une mise en spam négligeable. Le tout, évidemment, dans une sécurité totale pour les marques. C'est très important que les contenus qui sont affichés chez vous soient totalement maîtrisés, donc avec une modération a priori. Donc une fois qu'on arrive à activer ce réflexe empathique, on obtient une création de contenu, évidemment. Donc l'utilisateur, le membre de votre communauté va venir sur vos points de contact digitaux, donner sa réponse et engager une boucle vertueuse qui va permettre ensuite aux prospects d'avancer dans leur acte d'achat. Donc ce qu'on arrive à obtenir quand on déclenche ce réflexe empathique, c'est que des communautés mobilisées en opt-out et sans incentive, ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire que vos bases clients peuvent le faire tout de suite, sans aucune récompense. On va avoir une auto-animation de votre base client sans que vous, marque, vous ayez à intervenir. Donc c'est évidemment la couche basse, au-dessus desquelles se bâtissent toutes les couches qu'on a déjà vues ensemble et qu'on va continuer à voir. Mais le message, c'est ça. Vos bases clients peuvent s'animer seuls, sans que vous interveniez et sans récompense. Donc vous êtes sur une ressource qui ne demande qu'à s'activer pour nourrir vos objectifs. Alors vous allez me dire, mais est-ce que ça marche sur tous les produits? Alors ça marche sur des produits, y compris des produits absolument pas aspirationnels. Donc là, on est sur le cas d'une machine à laver, milieu de gamme. Et donc vous voyez là, un exemple de question, quelqu'un qui dit, il a fait tomber un crayon entre la machine et le tambour et il va interroger 500 propriétaires de la machine pour savoir comment l'aider. Donc logiquement, il devrait se faire agonir d'injures. Et là, non. Qu'est-ce qui se passe? Un inconnu qui, pour la première fois de sa vie, il a l'idée de prendre une photo du tambour de sa machine. Je pense que ça doit être une des seules au monde. Alors, il a des problèmes d'orthographe, vous voyez, démonté et 7 pièces, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la photo. Et boum, le contenu part. Et qu'est-ce qu'on a? Donc, Roub, parce qu'évidemment, tout est anonymisé. Merci beaucoup pour vos conseils. Et autour d'un produit totalement banal, se crée de l'empathie, du contenu, de l'échange, du lien. Et si je vous avais dit, on va créer une communauté autour de cette machine, vous voyez, on n'a même pas pris le temps de lui créer un nom mémorisable. J'ai 3000 membres inscrits en opt-out, donc inscrits de force, entre guillemets. J'ai en moyenne plus de 5 réponses par question. 20 000 emails échangés sur ce produit-là. Et bon, là, après, on a mis des chiffres qui sont des moyennes. Mais donc, on peut créer des communautés sur n'importe quoi. Mais là, vous allez me dire, non, c'est pas vrai, c'est l'électroménager. Donc, forcément, ça crée des communautés. Je le savais, que cette machine à laver allait attirer du monde. Alors, après, là, on passe sur un micro-ondes. Alors, ce que je trouvais intéressant, c'est de voir la puissance du réflexe empathique. Donc, quelqu'un pose une question il veut savoir si ce micro-ondes est puissant ou pas. La question est posée à 23h23. Alors, tout est modéré, a priori. Regardez à quelle heure sont postées les réponses. Minuit, minuit 10, minuit 15, 3h49, 4h54. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ouvrent leur téléphone à 4h54 pour dire
si ce micro-ondes est puissant ou pas. Alors, ça marche bien sûr dans le tourisme. Ici, on est dans l'hôtellerie. Vous voyez, quelqu'un qui demande quel est le meilleur accès à l'hôtel par la Défense. Et à nouveau, des inconnus répondent. Est-ce que ce resort est suitable pour un traveler solo, etc., etc. Donc, le tourisme. Évidemment, l'ameublement et la décoration. Là, c'est frappant, c'est que des gens qui sont à nouveau interrogés par des inconnus vont prendre le temps, l'énergie. Je parlais avec l'une d'entre vous là, sur comment mobiliser l'énergie pour aller créer du contenu pour sa marque alors qu'on n'a pas d'incentive. Ils vont prendre des photos de chez eux, de leur intérieur. Ici, vous voyez le canapé lit déplié, le canapé lit replié. Tout ça sans aucune récompense. Bon, la beauté haut de gamme, ça, vous vous y attendiez, c'est évident. Donc là, c'est mais comme partout ailleurs, hein, mais des profusions de contenu, images, vidéos, tout ce que vous voulez, toujours sans incentive. Mais pas que haut de gamme. L'hygiène beauté de grande conso. Vous voyez, on est sur un dentifrice, sur des shampoings qu'on connaît tous, extrêmement banal. Même chose. Donc, ça, c'est un premier point, c'est comment les communautés peuvent s'activer spontanément. Et ce qui est intéressant, c'est que comme ça devient une ressource, ça veut dire que c'est une ressource qui est pilotable. C'est-à-dire que vous pouvez vous-même les interroger pour leur faire créer du contenu dans le volume que vous souhaitez, sur les thèmes que vous souhaitez. Ici, un exemple qui est arrivé récemment sur un de nos clients, Matmut, et sur des automobiles. Vous voyez, on avait créé 78 réponses en 12 heures sur 6 questions, plus de 100 en 24 heures. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ici, donc, la question est posée. Il y a 19 réponses sur la fiabilité de ce véhicule. Évidemment, ça permet de prendre des premières positions dans Google. Mais vous allez me dire, Google, le SEO Google, c'est peut-être déjà de l'histoire ancienne, hein, parce qu'on vieillit tellement vite. Eh ben, ça marche en IA générative aussi, puisque les IA génératives sont extrêmement friandes de contenu authentique et donc de verbatim. Et donc, vous voyez ici, qu'est-ce qui apparaît en source? Donc, Matmut est notre client sur la requête fiabilité du Nissan Pathfinder qui sort en premier devant Caradisiac, Matmut, alors que Matmut n'est pas du tout légitime sur l'auto. Je ne vous passe les détails, donc même chose sur un autre véhicule. Donc, vous le savez, c'est ce que je viens de dire à l'instant, le contenu d'utilisateur authentique va devenir de plus en plus stratégique pour vous, pour apparaître dans les résultats des IA génératives et compléter leurs réponses. J'ai une synthèse d'IA générative, je pointe vers la preuve, vers le contact réel et contactable. Vous allez me dire, c'est sympa, mais à quoi ça sert? Donc, ça sert à quoi? Ça sert à posséder directement sa propre usine à UGC, donc à contenu authentique, donc spontané ou à la demande, comme on vient de le voir. Soutenir vos ventes, puisque les premiers promoteurs de vos ventes vont devenir vos clients. Troisième point, augmenter votre reach SEO et GEO, donc on vient de l'illustrer à l'instant. Vous permettre aussi d'avoir un vivier d'ambassadeurs sous la main en permanence, puisque comme votre communauté discute toute seule en continu, ou que vous pouvez la solliciter sur un sujet, vous voulez un ambassadeur, une ambassadrice sur un thème donné, une région donnée, vous interrogez, vous voyez qui répond, vous contactez. Si c'est le cas, si ça a du sens pour vous, réduire vos coûts de SAV, et évidemment, créer de la data first party que vous pouvez monétiser ou utiliser pour doper vos IA ou les compléter. Quelques chiffres pour donner des ordres de grandeur. Vous voyez, en création du GC, l'ordre de grandeur, c'est que par million de clients en base, vous pouvez créer à peu près 40 000 UGC par an sur les thèmes de votre choix. En conversion, donc on va voir des chiffres tout à l'heure sur l'impact que ça peut avoir sur la conversion des prospects engagés sur le contenu de vos communautés. Reach SEO, un chiffre à titre d'exemple, un de nos clients produit 40% du trafic de son domaine uniquement grâce à sa communauté. Donc on arrive à, quand je parlais d'échelle, à des impacts très significatifs. Ambassadeur en continu, un de nos autres clients qui n'arrivait pas à recruter des testeurs, en quelques jours, on a recruté 300 grâce à sa communauté. Et pareil, vous voulez des ambassadeurs pour créer du contenu. Là, l'exemple qu'on a mis au tableau, en projection, c'est 8 jours entre le lancement du recrutement et la publication du contenu. Coût SAV optimisé.
Et également, data first party monétisée. On a réalisé jusqu'à 1 million d'euros de chiffre d'affaires uniquement en partage de données auprès de fournisseurs, de distributeurs. Dernier slide pour terminer sur du très concret. Donc là, c'est des chiffres qui nous avaient été communiqués par un de nos clients, mais évidemment, dont le nom n'est pas communiqué là. Et là, ce qu'on voyait, c'était extrêmement intéressant parce qu'on était sur une quinzaine de pays, dont Amérique, Asie. C'est que l'impact sur la conversion des clients engagés était extrêmement significatif. En résumé, j'ai un taux de conversion qui était double et un revenu par session qui était de l'ordre du double pour des clients engagés donc dans la lecture des contenus de communauté par rapport aux autres. Donc voilà ce que je voulais partager brièvement avec vous sur la ressource que peut devenir vos communautés de clients. Merci beaucoup. Je passe la parole à Xavier. Merci Jean-Christophe, bonjour à tous. Alors je vais moi vous parler de la mesure des démarches qu'on peut envisager pour optimiser le déploiement des programmes d'engagement, des programmes de fidélité. Donc je suis Xavier Lemuet, je m'occupe de l'activité études marketing chez Epsilon. Donc la manière dont on envisage les choses, c'est qu'on pense qu'il est vraiment primordial de faire de la mesure à toutes les étapes de déploiement d'un programme d'engagement, de fidélité, parce que ça a des impacts majeurs, ça coûte cher, donc il faut vraiment bien évaluer les choses. Alors avant, pendant et après le déploiement pour en évaluer les impacts. Alors ce qu'on peut faire avant, un ensemble de choses assez variées, mais la première chose qu'on recommande, c'est de faire un benchmark des programmes existants sur le secteur. On apprend beaucoup des expériences autres qui parfois voilà, sont plus ou moins heureuses. Donc on en tire des insights très intéressants. Par ailleurs, il est évident de bien connaître sa cible, de bien connaître sa clientèle, d'être capable de la segmenter pour mesurer les freins, les attentes et les points de friction qui peuvent exister vis-à-vis des programmes de fidélité. Et puis surtout, ce qu'on va pouvoir faire avant, c'est de tester les mécaniques qu'on veut mettre en œuvre, de tester les concepts de programme d'engagement, les valeurs sur lesquelles on va souhaiter engager les clients. Car finalement, quand on veut installer une conversation durable avec le client, il faut bien le comprendre et bien cerner ses attentes. Alors, un cas qu'on a eu il y a quelques années pour Kiabi, qui souhaitait remettre à plat tout son programme de fidélité. Donc les équipes Epsilon ont travaillé sur un concept assez innovant, en tout cas à l'époque, qui était de faire un programme qui soit collectif, qui permettent aux personnes de partager des points et avec une mécanique assez simple qui fait que plus je partage des points avec mes amis, ma famille, plus j'en gagne. Bon, mais c'était une mécanique qui était assez nouvelle et qu'il a fallu tester, qui n'est pas simple à mettre en œuvre. Donc on a tout simplement fait des focus group pour bien comprendre les attentes des clients, mesurer les freins aussi à ce type de programme, et puis en sortir des recommandations pour donc tester ce prototype et en sortir des recommandations pour la suite. Et donc, ça nous a permis de revenir, d'optimiser la simplicité, qui était quelque chose qui était très attendu, et de mettre en place des tutoriels, par exemple. Enfin, voilà, travailler sur ce genre de choses. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire avant. Une fois que le programme est live, il est important aussi de suivre précisément des indicateurs business, donc le taux d'adhésion, évidemment, mais aussi des indicateurs de panier moyen, de fréquence, etc. Enfin, tous les indicateurs assez classiques. Mais au-delà de ces indicateurs business, il faut également faire de l'écoute client. Alors on peut faire de l'analyse de verbatim. On a chez Epsilon une solution automatique qui permet, via de l'IA, de générer des insights à partir des verbatim clients, mais on peut également faire des enquêtes à chaud, très courtes, avec une ou deux questions, qui permettent de mesurer en fait et de détecter les points de friction et de pouvoir les corriger assez rapidement.
Et puis, bien sûr, on fait du test and learn et on capitalise sur les bonnes pratiques et les succès. Un cas aussi intéressant, donc là, c'était un programme de fidélité d'une enseigne retail dans le secteur de la mode, avec pas mal de points de vente sur le territoire. Et on avait un programme de fidélité qui ne fonctionnait pas bien, avec un taux d'adhésion qui était assez faible. On a mis en place un audit assez large avec une étude quantitative auprès des clients, des interviews des vendeurs aussi auprès des clients. Et ça nous a permis de comprendre des choses qui étaient assez simples, qui étaient que le programme était peu connu. Les seuls touch points, finalement, c'était la force de vente qui était le seul point de promotion de ce programme d'engagement, de ce programme de fidélité. Des seuils aussi qui permettait de dépenser les points qui étaient jugés trop hauts par les clients et un certain nombre de choses. Donc ça a été une prise de conscience assez forte pour la marque et qui a du coup complètement revu la stratégie, qui a notamment donc communiqué massivement sur ce programme, sur les bénéfices et qui a aussi baissé le seuil de dépense des points. Voilà. Donc ça c'est un cas aussi intéressant de ce qui peut être fait pendant pour corriger le tir quand on sent que quand on observe que le programme ne répond pas aux attentes. Au-delà de ces approches, on peut aussi ensuite développer tout un tas d'études pour mesurer l'impact à long terme du programme, avec une approche pour mesurer l'impact business, mais également on pense aussi chez Epsilon qu'il est important de mesurer l'impact en termes d'image. Il n'y a pas que les indicateurs business, il y a aussi en quoi ce programme fait résonner les valeurs de ma marque, et puis également les indicateurs relationnels. Alors, concernant les impacts business, une approche un peu sophistiquée pour des acteurs qui n'ont pas forcément, des marques qui n'ont pas forcément le lien direct avec leurs clients, ça va être de pouvoir matcher les données issues du programme de fidélité avec de la data shopper via une clean room pour pouvoir faire des analyses comparatives entre les membres et les non-membres, mais avec de la donnée réelle de comportement d'achat sur du panier moyen, de la fréquence, etc. etc. Donc là, c'est une approche assez sophistiquée, mais qui peuvent être hyper intéressantes à mettre en œuvre. Concernant l'image, là, on va faire des choses assez simples, hein, des enquêtes d'image en comparant des échantillons à parier entre membres et non-membres du programme d'engagement. Et on va interroger sur les valeurs, l'image, la proximité pour mesurer les effets de ce programme. Et dernier point, c'est finalement ce programme en général existe au milieu d'un ensemble de touchpoints et il est important de mesurer en quoi il va modifier ou pas l'équilibre des points de contact de la marque. Donc on a une méthode chez Publicis qui s'appelle Touchpoint, qui se base sur l'analyse de l'ensemble des touchpoints PESO, donc Paid, Earned, Shared, Owned, où on va venir qualifier, donc via une enquête déclarative, on va demander aux clients d'un secteur de qualifier les différents touchpoints en termes de est-ce que ça me donne confiance, ça me donne de l'information, envie d'acheter, etc. Donc à partir d'un ensemble d'indicateurs, on va sortir un indicateur synthétique de la puissance de chaque touchpoint et ensuite identifier la connexion à ces touchpoints, ce qui va nous permettre ensuite d'avoir un indicateur encore plus synthétique de brand power. Et donc on va pouvoir classifier les différents points de contact selon leur niveau de connexion et selon leur niveau d'influence. Je vais passer assez rapidement, mais donc on obtient ce genre de mapping. Alors on peut le faire sur une trentaine de touchpoints, et ce qui est intéressant, c'est de le faire marque par marque. Et là, ce qu'on va faire, pour revenir au sujet des programmes de fidélité, c'est tout simplement comparer la cible des membres versus les non-membres du programme de fidélité de la marque et voir comment ces touchpoints, ce mapping va bouger et ça va orienter en fait ma stratégie de répartition des investissements sur les différents touchpoints. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Merci beaucoup. On est pile poil dans les temps. Vraiment, on était à la minute près. Merci à tous les intervenants. Est-ce que vous avez des questions sur les différents sujets? N'hésitez pas.
questions sur la Gen Z, sur WhatsApp ou sur Lacoste. Je voulais mettre mon petit blouson Lacoste, j'ai hésité avec la chaleur, mais j'aurais dû. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à prendre un café ou un rafraîchissement, et puis on est à votre disposition si vous voulez discuter ou nous poser des questions. Merci beaucoup.